Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures dans nos studios ainsi que sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Accident mortel à Thiès-Ville. Un garçon de 3 ans a été mortellement fauché par un camion. Une victime de plus sur les routes de la cité du Rail. Une situation qui exaspère les populations. Le climat reste tendu à Ranérou. Vous le savez, le médecin-chef du district sanitaire et une partie de la population ne parlent toujours pas le même langage. Le conseil départemental de la jeunesse interpellé se lave de toute manipulation et exige tout bonnement le départ du médecin. Écho le bilan du jour fait état de 2 nouveaux décès et 40 nouvelles contaminations. Dakar se taille la part belle des cas de transmission communautaire estimés à 29 ces dernières 24 heures. Et puis Guillaume Soro à cœur ouvert face à Bayoumar Gueye. C'était dans Objection de ce matin. Le candidat recalé à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire est revenu en long et en large sur la situation politique qui reste tendue dans son pays. Vous l'entendrez dans ce Sud Midi. Et puis la rétrospective des faits marquants de la semaine de José Kali va boucler cette édition mise en onde par Hassan Choun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Insécurité routière à Thiès-Ville. Un camion a mortellement fauché un garçon de 3 ans à hauteur du quartier de Keur Mam El Hadj Ndiogène. La recrudescence des accidents de la circulation presque banalisée par les conducteurs de vélo-taxi Jakarta et certains chauffeurs qui foulent au pied les règles de conduite. À cela s'ajoute l'indifférence des autorités policières. Les détails avec Babacar Ndao. Un camion hydrocureur qui roulait à vive allure en pleine agglomération a mortellement fauché un gamin de 3 ans et demi au quartier Keur Mam El Hadj. L'accident intervenu près de l'intersection du premier pont et la route nationale numéro 2 a plongé la famille Diakhaté mais tout un quartier dans l'émoi et la consternation. Un axe accidentogène non surveillé où moto Jakarta et chauffeurs irresponsables rivalisent au quotidien d'actes d'indiscipline. À côté, au rond-point Nguent, l'installation d'un garage clandestin au vu et au su des autorités municipales et policières, toujours décriées par les riverains, a fini d'accentuer l'insécurité et les accidents. L'insécurité routière à Thiès, un phénomène presque banalisé, surtout du côté des vélotaxis Jakarta, qui conduisent sans maîtriser les règles de la circulation, encore moins le respect du port du masque. Un défi pour le nouveau commissaire central, le commissaire Aïssatou Ndiaye, qui quitte Guédiawaye pour la cité du Rail. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Merci beaucoup, Babacar Ndao. Après Thiès, direction le Matam où le torchon continue de brûler entre le médecin-chef de district de Ranérou et une partie de la population. Le conseil départemental de la jeunesse, à la suite du communiqué musclé du SAMES défendant l'agent, a tenu à se laver de toute manipulation et exige par ailleurs le départ du médecin Abdourahmane Diène. Après la sortie musclée du SAMES régional lavant à grande eau le médecin-chef du district de Ranérou pris en grippe par une partie de la population du Ferlo réclamant son départ, le conseil départemental de la jeunesse a tenu à préciser l'autonomie de sa structure. Bokar Diallo en est le président. Lorsque nous avons fait ce point de presse, le SAMES régional, c'est-à-dire le syndicat des médecins régional, ils ont fait une sortie dans laquelle ils ont dit qu'il y a un leader qui est derrière nous. Alors que nous sommes des jeunes très responsables. Aucun leader ne peut nous influencer. C'est nous-mêmes qui avons constaté, qui ont vu avec nos propres yeux la situation du centre de Ranérou. Nous avons décidé ensemble de combattre pour que vraiment le gouvernement nous entende. En effet, la situation du centre de santé de Ranérou a été aussi décriée par le syndicat des médecins qui a laissé comprendre que le conseil départemental ne mettait pas assez la main à la poche pour aider. Demba Paté Diallo est le chef de cabinet du président du conseil départemental de Ranérou. Si aujourd'hui le SAMES régional dit que le conseil départemental n'a rien fait pour le district sanitaire de Ranérou, vraiment je suis désolé. Au niveau du district, il y a 4 matrons qui sont recrutés par le conseil départemental. Il y a un chauffeur, 2 gardiens, 2 techniciens de surface et un pharmacien qui sont là-bas en ce moment au niveau du district. Si vous appelez le médecin, il peut vous confirmer ça. L'autre chose, il y a des dons de médicaments que le conseil départemental a fait récemment, ça ne fait même pas 2 mois que le conseil départemental a apporté pour le district sanitaire de Ranérou. Partira ou partira pas, en attendant le dénouement final, les populations font face à une structure sanitaire qui souffre d'un manque criard de personnel. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM.
Parlons à présent du coronavirus avec le point du jour qui fait état de 40 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures, dont 29 issues de la transmission communautaire. 2 patients ont encore perdu la vie. Les détails avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1295 tests réalisés, 40 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 10 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 29 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 4, Tivaouane 4, Mamel 2, Yoff 2, Castor 1, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Diourbel 1, Grand Yoff 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Médina 1, Ouest Foire 1, Richard Toll 1, Saraya 1, Scat Urbam 1, Tamba 1, Touba 1 et zone de captage 1. 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 13 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce samedi 26 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 909 cas ont été déclarés positifs, dont 12 113 guéris, 308 décédés et donc 2487 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et vous fait les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et respectez les 3 conseils de ce matin. Le port correct de masques bien ajusté, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Vous pouvez également utiliser des gels de qualité ou respectant les normes de bonne fabrication. Enfin, en cette période de vacances, les parents doivent veiller à ce que les jeunes portent les masques avant de sortir et se lavent les mains dès le retour avant d'entreprendre quoi que ce soit à la maison. Je vous remercie de votre attention. Vous venez d'entendre Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point complet sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Et puis le Magal de Touba, vous le savez, sera célébré dans 9 jours. Et justement, l'objectif des jeunes de la convergence, des jeunes républicains du département de Mbour est qu'il y ait un Magal de Touba avec 0 cas de coronavirus. Et en campagne de sensibilisation, ils ont distribué plus de 3000 masques et des gels antiseptiques aux familles religieuses de Touba. Une activité donc présidée par le coordinateur national de la COJER, Moussa Sow, est au micro de Moustapha Sall. Cette vaillante jeunesse républicaine de Mbour au niveau départemental qui a eu cette ingénieuse idée d'organiser cette séance de distribution de masques en cette veille du Grand Magal de Touba. Parce que nous voulons un Grand Magal de Touba avec 0 Covid-19, 0 cas de coronavirus. Raison pour laquelle aujourd'hui ils m'ont invité à venir voir, accompagner cette jeunesse dans les lieux de chefs religieux pour véritablement leur donner des masques, leur donner ce qu'on appelle des gels antiseptiques afin de se prémunir, afin véritablement de se protéger contre la Covid-19. Nous avions donné plus de 3000 masques. Les gels, on ne peut pas le compter parce qu'on a tellement donné de cartons, finalement on ne peut pas compter le nombre de bouteilles de gel qu'on a distribuées. Toujours dans le cadre de sensibiliser à cette maladie à coronavirus. Parce que nous voulons que la jeunesse d'abord soit aux avant-postes pour véritablement sensibiliser sur cette maladie. On nous a dit que la jeunesse, c'est elle qui sort du moins, c'est elle qui chope le virus et c'est elle-même qui l'amène dans la maison ou véritablement dans
dans les lieux où fréquentent souvent nos vieux, nos parents. Et à partir de ce moment, on les transmet ce virus. C'est pour laquelle nous nous sommes dit, mais attention, aujourd'hui c'est nous-mêmes qui devons aller sur le terrain, sensibiliser, essayer également de porter ces masques en tout lieu pour véritablement ne pas choper ce virus afin de transmettre ça à nos parents. C'était Moussa Sow, coordinateur national de la COJER. La COJER qui, je le reprécise, a distribué plus de 3000 masques et des gels antiseptiques aux familles religieuses de Mbour. Les artisans regroupés au sein du GIE des jeunes carreleurs de Diourbel ont quant à eux reçu du matériel de travail des mains de Alassane Diallo. Il est le directeur du Fonds national pour la promotion des jeunes. Une bouffée d'oxygène pour ces acteurs fortement impactés par la pandémie de Covid-19 à Damandjaï. Les conditions de travail des jeunes carreleurs de Diourbel sont difficiles. À cela vient s'ajouter le manque de matériel de travail pour bien exécuter leur marché. C'est dans ce contexte que le directeur du Fonds national pour la promotion de la jeunesse, Alassane Diallo, par ailleurs homme politique de l'Alliance pour la République, a remis du matériel composé de matériel de carrelage au GIE des jeunes carreleurs de la Chambre de métier pour une valeur marchande de 300 à 500 000 francs. Nous pensons que nous avons démarré d'abord par des actions éminemment sociales, à partir de l'école, dans les districts sanitaires, particulièrement au poste de santé de Grand Diourbel. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir un appui pour le compte du GIE des jeunes carreleurs de Diourbel. C'est un appui que nous avons pu décrocher au ministère de la Jeunesse. J'en profite pour remercier Madame le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, qui est ma patronne, qui a bien voulu appuyer les actions du mouvement parce que travaillant pour le rayonnement de la région de Diourbel, de la commune de Diourbel, dont le ministre Dame Diop. Le directeur du Fonds national pour la promotion de la jeunesse a saisi cette occasion pour appeler tous les responsables de Diourbel à fédérer leurs forces pour le développement de Diourbel. Que nous sommes dans une démarche fédérale. Nous ne voulons pas être dans des querelles pour nous qui n'arrangent pas Diourbel. Je pense que c'est ça l'ambition. Nous sommes dans des actions concrètes et aujourd'hui c'est la 3e fois que nous sommes en train de poser des jalons. Ce matériel va améliorer les conditions de travail des jeunes carreleurs. Maguette Sow est son secrétaire général. ak ndimbal bii ñu am bu ñu amatee yenn marché dañu def possibilité boo xam ne kenn ku ci nekk da nga mën a jàpp ci benn matériel di liggéey bi dox. Diourbel sur FM Adama Ndiaye. Célébration ce dimanche de la journée mondiale du tourisme. Pour cette présente édition, la région de Fatick a été choisie comme ville hôte, une manière de mettre en exergue les merveilles cachées du delta du Saloum, mais aussi et surtout de promouvoir le tourisme local. Ngoursar. La Fédération des offices et syndicats d'initiative et du tourisme du Sénégal a choisi la région de Fatick pour célébrer ce dimanche la journée mondiale du tourisme. Elle a découvert hier les merveilles du delta du Saloum lors d'une longue balade en pirogue dans les ballons entourés par des paludiviers, lieu de reproduction des poissons et des crevettes avec une très belle végétation. Les populations pratiquent l'apiculture et l'ostréiculture pour lutter contre la coupe illicite de la mangrove, très prisée pour le fumage des poissons. La délégation a visité aussi le village insulaire de Diamniadio qui déroule un projet écotouristique. Farba Diouf, guide touristique au niveau de Foundiougne. Actuellement, on est dans le ballon de Bolongas. Ça veut dire en séeréer le petit ballon. C'est des petits estuaires formés en labyrinthe que vous voyez comme ça et qui est entouré des deux côtés par les palétuviers. Les palétuviers représentent la végétation de la mangrove. En bas des racines des palétuviers, on cueille les huîtres. On fait de très jolies balades avec les touristes. La particularité des Sine Saloum, c'est vraiment la découverte des ballons. C'est une très belle végétation, mais malheureusement méconnue de nos pouvoirs publics. Les oiseaux aiment bien nicher. En pleine période, on a beaucoup d'oiseaux migrateurs ou nicheurs qui viennent se reposer dans le Sine Saloum. Nous sommes le premier site mondial de la famille des limicoles, les petits oiseaux, qu'on appelle les esternes royales. Deuxième site après le Djoudj de Saint-Louis. C'est le lieu de reproduction également des crevettes et les poissons également tels que la tilapia, les carpes et les barracudas également, les mulets. On a des offres, on a tout ce qu'il faut, mais malheureusement, les Sénégalais de l'intérieur ne savent pas que nous avons ces merveilles. La fédération a été donc émerveillée par la beauté du delta du Saloum, membre des plus belles baies du
du monde avec de nombreuses îles, des sites historiques, une diversité culturelle et des milliers d'hectares de mangroves. La journée va démarrer par un panel sur le thème tourisme et développement rural. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Nous restons à Fatick. La région présente beaucoup d'offres touristiques, mais le manque d'eau dans les établissements hôteliers, l'absence de couverture Internet ainsi que l'insalubrité plombent le secteur. Jean-Pierre Ndeki, chef du service régional du tourisme de Fatick, Kaolack et Kaffrine, s'en explique au micro de Ngor Sarr. Certaines structures d'hébergement touristique ont la possibilité d'avoir des touristes pendant le week-end. Ils ont peut-être un taux de remplissage qui est faible, mais qui leur permet quand même de pouvoir disposer de ressources pour le roulement de leur activité. Maintenant, le tourisme au niveau de Fatick, on vient de visiter une zone parmi tant d'autres zones qui représentent le potentiel du tourisme. C'est un écosystème qui est fragile. Nous n'avons pas besoin de développement d'un tourisme de masse. Donc à Fatick, nous avons l'écotourisme, nous avons une culture, une forte diversité culturelle. Quand on parle de tourisme, il y a le côté environnemental, mais il y a aussi le côté culturel. C'est ces deux pans qui constituent l'écotourisme. En termes de lits, Fatick pourrait avoir plus de 2000 lits environ, parce que nous avons une centaine d'établissements qui ont par contre une capacité d'hébergement très faible. Sur la centaine d'établissements, nous avons au moins 60% de réceptifs qui ont moins de 10 lits. Donc cela explique la faiblesse de la capacité des hébergements au niveau de la région de Fatick. Beaucoup de Sénégalais ignorent les merveilles que nous avons. Ce qu'ils vont chercher ailleurs, on offre mieux. La difficulté aujourd'hui, il y a l'aspect promotionnel. Les Sénégalais ignorent ce qu'ils ont. Il y a quelquefois un problème d'éclairage. Au niveau de Fatick, les réseaux ne sont pas bons du tout. Et quand on parle d'un village planétaire, c'est à travers l'Internet. L'autre goulot d'étranglement également au niveau de la destination, c'est un problème d'eau qui se pose. Le secteur du tourisme, il faut la sécurité, mais il faut également la salubrité. Sud FM, l'info, c'est ici. Je vous le disais en titre, Guillaume Soro a cœur ouvert face à Bayoumar Gueye. Le candidat recalé à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire appelle à une mobilisation générale pour barrer la route à Alassane Ouattara. Le président de Génération et Peuple Solidaire pose des préalables avant toute élection en Côte d'Ivoire. Par exemple, la dissolution du Conseil constitutionnel, de la commission électorale indépendante ou encore la réintégration sur les listes des candidats recalés, ainsi que la libération de tous les détenus politiques et le refus de la candidature de Ouattara. Quant à la CEDEAO, Soro dit ne rien attendre de la CEDEAO donc, et lui et Gbagbo se sont retrouvés pour mener le combat jusqu'à la chute de Alassane Ouattara. Guillaume Soro l'a dit à Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. Oui, j'ai pris langue avec Laurent Gbagbo au téléphone et je suis le même hier qui s'est battu pour ne pas qu'on exclue Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Je suis le même aujourd'hui qui dit à Alassane Ouattara que je ne suis pas d'accord avec lui, qu'il exile Gbagbo et qu'il exclue Gbagbo. Ce n'est pas normal. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire et doit assumer ses charges politiques. Donc si vous voyez, ma démarche est cohérente. Tant qu'il y aura de l'exclusion, tant qu'il y aura de l'injustice, vous retrouverez Guillaume le rebelle. Nous attendons que Ibn Chambas dise à Ouattara qu'au nom de la paix en Côte d'Ivoire, qu'il retire sa candidature. De toute façon, il y a une vie après la présidence. Mais nous n'accepterons pas qu'il viole la Constitution pour faire un troisième mandat. En ce qui concerne la CEDEAO, je vais être honnête avec vous. On n'attend pas grand-chose de la CEDEAO. Ah oui, pourquoi? Parce que la CEDEAO est plombée. Par quoi? Monsieur Ouattara affirme à Abidjan qu'il est l'ami de tous les chefs d'État de la CEDEAO et qu'ils ont un syndicat de chefs d'État solidaire entre eux. Et ils ne voient pas quel chef d'État viendrait le contester. Donc, nous, on n'attend pas grand-chose de la CEDEAO. De toute façon, c'est une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. Ce qui est dommage.
C'est pourquoi d'ailleurs, nous allons revendiquer en Côte d'Ivoire une véritable réforme de la CEDEAO. Donc M. Ouattara nargue les Ivoiriens avec le fait que lui, il est l'ami de tous les chefs d'État de la CEDEAO et que personne n'ose. D'ailleurs, je vous informe qu'il était prévu que une délégation de la CEDEAO, une délégation de l'Union africaine accompagne M. Ibn Chambas pour l'audience. L'Africain Alassane a chassé la délégation de la CEDEAO et de l'Union africaine et n'a consenti qu'à recevoir le représentant des Nations Unies. C'est vous dire déjà ce que Ouattara pense de la CEDEAO. Oui, mais au-delà de la CEDEAO, il y a l'Union africaine, mais il y a également de façon générale la communauté internationale. Qu'attend l'opposition de la communauté internationale aujourd'hui? Vous savez, moi, je n'ai jamais pensé qu'il faut attendre quelque chose de la communauté internationale. Ce qu'il faut attendre, et la seule chose qu'il faut attendre, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Seul le peuple de Côte d'Ivoire est souverain. Et c'est ce peuple de Côte d'Ivoire qui doit se libérer lui-même, sans compter sur la communauté internationale. Les Ivoiriens doivent se lever pour dire non au troisième mandat de Ouattara et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que Ouattara ne se retire pas. Vous venez d'entendre Guillaume Soro, candidat recalé à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Il est aussi le président de Génération et Peuple Solidaire. Il était donc l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com. Et puis sans transition, direction la France où 48 heures après l'attaque de Paris, l'enquête antiterroriste se poursuit autour du parcours du principal suspect qui a reconnu vouloir s'en prendre à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. À ce jour, 8 personnes sont en garde à vue et une éventuelle vidéo de revendication est à l'étude. Les enquêteurs s'intéressent tout d'abord à l'identité de celui que le procureur national antiterroriste a qualifié vendredi d'auteur principal de l'attaque qui a fait 2 blessés graves devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Et puis selon le journal Financial Times, les autorités britanniques s'apprêtent à lancer le premier challenge infectieux humain pour tester des vaccins contre le Covid-19. Il s'agit d'une technique qui consiste à inoculer le virus à des volontaires bien portants pour tester l'efficacité des vaccins. Toutefois, cette pratique n'est plus d'actualité depuis des dizaines d'années. L'essai britannique devrait commencer en janvier 2021, mais déjà des voix s'élèvent contre une méthode qui pose des questions d'éthique. À 12h passées de 23 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. 26 septembre 2002, 26 septembre 2020, 18 ans que sombrait au large de la Gambie le Joola, un bateau qui effectuait la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor. Justement, à Ziguinchor, les orphelins continuent de souffrir de cette tragédie qui a fait près de 2000 morts. Ben Michel Kanfoudi. Malheureusement, nous sommes seuls. La présidente des orphelins du Joola avait le cœur rempli de tristesse au moment d'évoquer le thème du 18e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Dans son allocution, Suzanne Immaculée Diatta a encore imploré les autorités à œuvrer pour le renflouement de l'épave du bateau le Joola. Le résultat du diagnostic général des orphelins met en exigence un point essentiel, à savoir le refoulement de l'épave, thème de ces 18e commémorations que nous, orphelins, avons choisi. Nous continuons à embrasser du regard l'immensité de l'océan avec nos parents entrelacés dans le Joola au fond des abysses. C'est un douloureux cri de cœur que nous lançons à votre endroit du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour vous demander dans le cadre d'une démarche utilitaire de ne pas abandonner nos chers parents au fond de l'océan glacial, car vous en avez la possibilité et la volonté. Gagnée par l'émotion, elle n'a même pas pu terminer son discours.
Cette revendication a été effleurée par le ministre des Forces armées qui a présidé la cérémonie. Maître Sidiki Kaba s'est beaucoup plus appesanti sur le projet mémorial musée Le Diola. En effet, au même titre que la forte préoccupation relative au renflouement de l'épave du Diola, thème de ce 18e anniversaire, est bien pris en compte par le gouvernement. La construction du mémorial Bateau Le Diola participe au devoir de mémoire. L'approche participative et inclusive imprimée à ce projet a permis de procéder à son lancement en décembre 2019. Les travaux qui ont effectivement commencé prendront leur impulsion dès la fin de l'hivernage. La commémoration de cette année s'est faite dans la sobriété à Kantène où les prières ont été dirigées par l'évêque de Ziguinchor et le représentant de l'imam Ratib et au port de Ziguinchor où s'est tenue la cérémonie officielle. Pour rappel, ces cérémonies se sont tenues parallèlement au cimetière de Kantène, au port de Ziguinchor, ainsi qu'au cimetière de Mbao, de Saint-Lazare et à la place du souvenir. Tivaouane s'est souvenu dans le calme et la sérénité ce 22 septembre du 3e anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Babacar Sy Al-Amin, 6e Khalif des Tidjanes. Lancement des travaux de la dépollution de la baie de Hann. Plusieurs ouvrages y seront réalisés pour sauver cette baie. Le projet est financé à hauteur de 93 milliards et les travaux vont durer 24 mois. Moussa Gueye, coordonnateur adjoint du projet de la dépollution de la baie de Hann. Le projet est constitué de 7 lots globalement en matérialisation des infrastructures qui sont prévues. Il s'agit tout d'abord d'un intercepteur long de 14,957 km de diamètre variant entre 500 et 1200 mm. Le intercepteur est jalonné de 7 stations de pompage. Nous avons également le lot 2 qui constitue la station d'épuration pour une capacité de 25 000 m3 jour où il est prévu un traitement primaire et secondaire. Après avoir traité les eaux usées, il est prévu le rejet des eaux usées traitées en mer à travers un émissaire en mer de 3 km de diamètre 1000. Nous avons également dans le cadre de la réalisation du projet, comme on parle de dépollution de la baie de Hann, à part l'évacuation des eaux usées industrielles, nous avons prévu 15 km de réseau secondaire pour le raccordement des industriels qui sont le long de la baie. Pour le raccordement des ménages, nous avons prévu 30 km de réseau secondaire au niveau des quartiers de Guinaw-Rail Nord, Guinaw-Rail Sud, au niveau de Thiaroye-sur-Mer. Nous avons également l'assèchement du canal 6 qui draine énormément d'eau usée domestique à travers des branchements clandestins. À ce niveau, nous avons également prévu la couverture de ce canal et la réalisation de réseaux d'eau usée parallèles pour un post-capé tout ce qui est évacuation et pollution de la mer. Il est prévu également l'assainissement du port autonome de Dakar. Le collectif des avocats de Karim Wade informe que leur client est devenu électeur et éligible depuis le 21 août 2020 et par l'expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême. Les détails avec Birama Ndiaye. Dans un communiqué, le collectif des avocats de Karim Wade informe l'opinion publique nationale et internationale que depuis le 21 août 2020, le code électoral ne peut plus être invoqué par l'État du Sénégal pour faire obstacle à l'inscription de leurs clients sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection. Les avocats de Wade Fils rappellent que l'État du Sénégal avait radié leurs clients des listes électorales en se prévalant de l'article 31 du code électoral qui interdit l'inscription aux personnes condamnées alors que la CREI ne l'a pas fait. Selon ses conseils, l'article L32 du code électoral limite cette interdiction d'inscription sur les listes à une durée de 5 ans. Ainsi, poursuit les avocats que depuis le 21 août 2020, Karim Wade est devenu électeur et est éligible en vertu de la loi électorale et par l'expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême du 20 août 2015 qui avait rejeté son pourvoi contre l'arrêt de condamnation par la CREI. Le collectif rappelle à l'État du Sénégal qu'il est tenu de se conformer strictement au respect de la Constitution et des traités internationaux qui garantissent les droits de Karim Wade violés par les autorités du Sénégal depuis 2012. Maître Siré Keledorli et compagnie demandent à l'État du Sénégal de procéder sans délai à la réinscription de Karim Wade sur les listes électorales et réaffirment leur détermination à faire réviser son procès comme l'exige le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ainsi que de nombreuses organisations qui agissent pour la défense des droits de l'homme et le respect des libertés et de la démocratie au Sénégal.
Installation du tribunal des pairs du CORED pendant 3 ans. 12 membres vont siéger dans cette nouvelle juridiction. 2 instances au total y sont notées et les nouvelles cartes de presse délivrées aux journalistes devront être validées par le CORED. Aïssatou Gueiba. Le premier tribunal des pairs installé en 2014 avait reçu une vingtaine de plaintes, des manquements que les 12 nouveaux membres du tribunal ont la responsabilité de rectifier. Aujourd'hui, le tribunal annonce de nouvelles réformes, notamment 2 instances au sein de la juridiction. La délivrance de la nouvelle carte de presse nécessite également au préalable un quitus du CORED, mais des sanctions sont prévues. Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie des médias. Le CORED a les prérogatives en cas de manquement de demander à la Commission nationale qui délivre la carte nationale de presse de vous retirer votre carte nationale de presse. Donc les sanctions sont graduées. L'avertissement, c'est de l'avertissement jusqu'au blanc. Et si vous êtes un peu ce qu'on appelle un multirécidiviste, attendez-vous à ce que le CORED sévisse et que de ce côté-là, nous serons sans état d'âme. Toutes les sanctions infligées aux journalistes doivent être respectées. C'est du moins la part de responsabilité demandée aux journalistes par les autorités. Demba Faye, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Communication. Je voudrais donc inviter toutes les parties, particulièrement les journalistes et les techniciens des médias, à se reconnaître en cette instance, à accepter les décisions qu'elle aura à prendre et à la soutenir fermement pour qu'elle puisse réussir sa mission. Veiller aux informations impartiales des journalistes étant leur sacerdoce, mais il faut des moyens. Il faut doter le CORED de moyens conséquents pour faire son travail parce que nous faisons un travail de service public. Nous avons travaillé avec les moyens du bord, ce qui fait que nous aurions voulu peut-être avoir davantage de plaintes et pouvoir instruire toutes ces plaintes-là et publier des avis. Ce tribunal des pairs a donc les prérogatives de sanctionner en cas de dérive les journalistes après une violation des règles d'éthique et de déontologie, avec à sa tête plusieurs doyens du monde médiatique sénégalais. Au Mali, investiture ce vendredi 25 du président de la transition Bandao et son vice-président Assimi Koïta au Centre national de conférence de Bamako. Dans sa prestation de serment, le nouveau chef de l'État a dévoilé les chantiers de la transition qu'il va diriger. Sori Ibrahim Maïga. C'est un président nouvellement installé qui s'adresse aux Maliens pour la première fois. En boubou blanc, le nouveau chef suprême des armées compte focaliser ses 18 mois de présidence sur la réforme du processus électoral dans notre pays. Il nous faudra sans délai mener une réflexion profonde sur l'état de nos processus électoraux. Et ce, à l'effet de nous doter de bons textes, de bonnes pratiques, de solides contre-pouvoirs. Car sans cela, la force de toute démocratie. Au nom du peuple malien, qui ne saurait être privé de ses choix, au nom de la vérité des urnes, je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique. Deuxième priorité majeure, le renforcement des capacités de l'armée malienne, c'est-à-dire la sécurité. Les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seulement à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays, surveillé, évalué, tant que je présiderai aux destinées de la transition. Autre ambition affichée par Bandao est la lutte contre la corruption. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. L'argent public est sacré et je ferai en sorte qu'il soit dépensé de manière traçable et raisonnable, avec tous les sacrifices que cela comporte. Le discours était très fin et beaucoup apprécié par l'assistance qui a acclamé ses promesses et qui attendent avec impatience la mise en œuvre de celle-ci. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. 12 heures passées de 33 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Accident mortel à Thiès-Ville, un camion a fauché un garçon de 3 ans en plein centre-ville de Thiès. Une victime de plus sur les routes de la cité du Rail. Une recrudescence des accidents presque banalisés qui exaspèrent les populations. À Ranérou, le médecin-chef du district sanitaire et une partie de la population ne parlent pas le même langage. Interpellé, le conseil départemental de la jeunesse se
récuse donc toute manipulation mais exige le départ du médecin. Et puis le coronavirus avec ses chiffres du jour, 40 nouvelles contaminations ont été enregistrées, dont 29 issues de la transmission communautaire. 2 nouveaux décès ont également été recensés ce jour. Et puis Guillaume Soro, qui était face à Bayou Marguerite, c'était dans Objection de ce matin. Le candidat recalé à la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire est revenu largement sur la situation politique très tendue dans son pays. Vous l'avez entendu dans ce Sud Midi, la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali a bouclé ce Sud Midi, mise en onde par Hassan Choun. À 13h, retrouvez Hadisen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Sud FM, Sen Radio.